C'est la question du suicide que nous allons aborder ce soir avec notre invité. Le suicide consiste pour une personne à ôter sa propre vie. Cela est consécutif à plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui peut justement amener au suicide? Comment prévenir les causes du suicide? Nous en parlons tout de suite avec un psychologue clinicien, Dr Amana Michel Tousso. Bonsoir, Dr Tousso. Bonsoir, mon frère. Merci d'être notre invité. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, le suicide, comme je l'ai défini, c'est exact? Le fait pour quelqu'un de se donner la mort? Oui, c'est ça. Le suicide, c'est le fait pour quelqu'un de se donner intentionnellement la mort. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à cet acte extrême? Plusieurs situations peuvent amener une personne à mettre fin à sa vie. Dans la pratique, pour les cas que nous recevons, nous avons des personnes qui ont tenté de mettre fin. Bon, il y a le suicide, il y a les tentatives de suicide. Le suicide, c'est ceux qui ont pu mettre fin à leur vie. Les tentatives de suicide, c'est ceux qui ont voulu mettre fin à leur vie, mais pour des raisons X ou Y, ils ont été sauvés. Dans certains cas, même, la tentative de suicide peut être un appel au secours pour dire faites attention à moi, je souffre, je voudrais que vous m'assistez. Donc, ceux que nous on reçoit, c'est des cas de tentative de suicide. Ça veut dire que ils ont voulu mettre fin à leur vie, mais ils ont été sauvés. Donc, les raisons avancées, c'est une mauvaise perception de soi. C'est-à-dire que je suis grosse. Par exemple, on n'est pas content de sa forme. J'ai des gros seins alors que je voudrais avoir des seins beaucoup plus petits. Je me dis, je suis grosse et je voudrais être beaucoup plus svelte. Voilà une raison. Ça peut être le chômage. J'ai reçu plein de personnes qui chôment et qui disent qu'ils sont fatigués et qui regardent devant et ne voient rien, l'avenir est sombre. Ils peuvent mettre fin à leur vie. Nous avons les déceptions amoureuses. Dans ces cas, nous avons la perte d'un être cher. Soit la personne est décédée, soit la personne nous quitte. Nous avons les pertes d'objets. Je perds quelque chose que j'ai mis des années à construire. Ça peut être à l'origine de cette notion de suicide. De manière généralisée en psychologie, le suicide s'explique par le fait qu'on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose qui nous est cher. Et vous savez, l'être humain fonctionne selon deux pulsions. La pulsion de vie qu'on appelle l'éros et la pulsion de mort qu'on appelle le thanatos. Donc, ce sont ces deux pulsions-là qui guident l'être humain. Donc, si dans mon environnement, les choses se passent telles que je le souhaite, telles que je le veux, et là, c'est la pulsion de vie qui va dominer, donc l'éros qui va dominer. Donc, la vie me plaît, tout me plaît, je me sens heureux, bien. Mais lorsque les choses se passent comme je ne le souhaite pas et que je regarde devant, tout est sombre, l'avenir est noir, il y a un désespoir total, c'est la pulsion de mort qui va dominer. On appelle ça le thanatos. Et dans ce cas, les gens seront dégoûtés de la vie. Et quand on est dégoûté de la vie, on va commencer par avoir ces idées noires, comme quoi, si je mourais, c'est mieux. Et quand ça commence comme ça, on finit par mettre fin à sa vie. Alors, vous le dites, vous recevez des gens qui ont fait des tentatives de suicide, donc des tentatives, heureusement qu'ils sont là pour les raconter. Comment est-ce qu'ils en viennent finalement à cette décision? On s'imagine que se donner la mort ne doit pas être quelque chose de facile, qu'on se pende, qu'on prenne un médicament ou un poison. Comment est-ce qu'ils arrivent finalement à décider, à être convaincus de passer à l'acte ultime? Non, tel que je viens de l'expliquer, lorsque la pulsion de mort prend le dessus, votre fonctionnement est autre. Tout se passe sans vous, au fait. Donc, généralement, ces personnes plongent dans une psychopathologie qu'on appelle la dépression. Et quand on fait la dépression, on va avoir une humeur dépressive. Donc, c'est une tristesse, c'est un sentiment de vide, un désespoir total, s'accompagner de pleurs. Et la personne n'a pas vraiment une explication dans les médias profonds pour expliquer cette humeur dépressive. Je rappelle que l'humeur dépressive est une disposition affective
qui a deux pôles. Qui a deux pôles, le pôle du plaisir, qui est un pôle agréable, et le pôle désagréable, qui est la douleur. Donc, lorsque la dépression va basculer vers le pôle désagréable, qui est la douleur, vous ne vous appartenez plus. Vous fonctionnez comme ça. Tout s'impose à vous. Donc, après cette humeur dépressive, on va constater chez la personne une diminution d'intérêt. Donc, pour des choses qui lui donnaient du plaisir avant, on ne lui donne plus le plaisir. Il y a un désintérêt de tout. Son boulot, ses enfants, tout ce qu'elle faisait avant, ce n'est plus ça. On va constater une évolution de poids. Soit elle maigrit considérablement, soit elle prend la forme. Elle peut maigrir considérablement parce qu'il y a un manque d'appétit qu'on note chez cette personne. Et elle peut aussi grossir parce que il y a un excès d'appétit. Comme il y a un vide en elle, elle va vouloir envoyer la nourriture comme si elle veut combler ce vide-là. On peut observer des troubles de sommeil. Soit la personne ne dort pas du tout parce que préoccupée par ce qui lui arrive, soit elle a des sommeils entrecoupés, soit elle dort de trop. Vous voyez, on a les deux versants. On peut également avoir des troubles psychomoteurs. La personne peut être beaucoup plus lente dans ses activités, sa façon de parler, le débit est faible et elle reste isolée dans la chambre, elle ne sort plus. Mais on peut avoir le contraire aussi, la personne peut être agitée. Est-ce que vous voyez? Et on a des troubles de la cognition. Il y a un problème de concentration. Avec le problème de concentration, elle n'arrive pas à prendre des décisions. Vous voyez un peu? Et on arrive aux idées noires. Les idées noires, c'est ça, j'ai envie de mourir. Si je mourais, c'est mieux. À quoi bon vivre? Et il y a un sentiment de dévalorisation. On se sent inutile. Et donc, tout ce que je viens de décrire là, vous ne vous appartenez pas. C'est comme vous allez... C'est comme... Il y a un microbe, le plasmodium qui est rentré en vous. Et tout le système pour vous emporter le palu est déclenché. Donc, lorsqu'il y a une situation de perte d'objet, que moi, je peux appeler un agent pathogène social... D'accord, un agent pathogène social, c'est comme ça arrivé. Donc, tout le processus pour t'envoyer vers la dépression est là. Et s'il n'y a pas intervention, la conséquence, c'est que c'est la mort. Tout comme dans le cas du palu, s'il n'y a pas intervention du médecin, la conséquence, c'est que c'est la mort. Donc, ce n'est pas la personne même qui le veut, c'est un fonctionnement inconscient. Est-ce qu'il y a des, j'allais dire, que ce soit dans l'éducation ou dans le vécu familial, est-ce qu'il y a des prédispositions à ces tendances suicidaires? Parce que vous avez des gens qui sont, par exemple, plutôt extravertis de nature. Est-ce que ces gens peuvent aller en tout cas à cette tendance, ou c'est plus pour des gens introvertis? Non, on ne va pas. Ça veut dire que nous avons grandi et chacun a vécu dans des situations où il a appris à s'adapter à des situations difficiles, etc., etc. Donc, la façon dont nous avons grandi peut nous prédisposer à ne pas pouvoir supporter des situations douloureuses. Mais par contre, quelqu'un d'autre, durant sa vie, il a appris à s'adapter à des situations difficiles, soit même, il a même créé ce que nous appelons une résilience, qui est cette capacité à continuer de vivre malgré tout. Donc, il y a certaines personnes qui, en grandissant sur le plan psychologique, l'adaptation, il n'a pas pu s'adapter à ces situations, donc il va dégringoler. Finalement, c'est le suicide, quand on en parle aujourd'hui, parce qu'on voit de plus en plus de cas de suicide, que ce soit dans notre pays ou en Afrique. Il y a quelques années, on considérait que c'était un truc occidental parce qu'on trouvait l'Africain plus résilient. Déjà, la nature ne nous a pas bien lotis, donc on supporte un certain nombre de situations. Est-ce que finalement cette tendance se confirme que le suicide commence par prendre de l'ampleur aussi en Afrique? Non, moi je vais vous dire une chose. Le suicide a toujours existé dans nos pays africains. Peut-être qu'il n'y avait pas les médias, aujourd'hui le WhatsApp, tout de suite il y a un suicide à Idogomé, on filme en même temps et tout le monde est au courant. Sinon pour moi, qui suis praticien au CHU Sylvanus Olympio, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de semaine où je ne reçois pas un cas de tentative de suicide. Et il n'y a pas de jour de consultation où je ne reçois pas quelqu'un qui a des prédispositions, c'est-à-dire qui présente des facteurs de risque de pouvoir se suicider, ou qui te dit clairement que j'ai envie de mourir. Si je mourrais, c'est mieux. Ça existe. Pour nous, psychologues, psychiatres, c'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, même si je vous donne les chiffres de l'OMS,
toutes les 40 minutes, il y a 40 secondes, je vais dire. Toutes les 40 secondes, il y a une personne qui se suicide dans le monde. Oui. Et toutes les 3 minutes, il y a une personne qui tente de se suicider. Et sur une personne qui se suicide, il y a 20 personnes qui ont tenté de se suicider. C'est effarant. Alors, et par an, on a 800 000 à 1 million de personnes qui se suicident dans le monde. Et quand nous prenons l'Europe, le taux, sur le plan mondial, le taux, c'est 10 personnes qui se suicident sur 100 000 habitants. Okay. Or, en Afrique, c'est 12 personnes qui se suicident sur 100 000 habitants. Wow. Et quand on reprend l'Afrique, l'Afrique, il y a des disparités. Oui. L'Afrique maghrébienne, c'est 3 personnes qui se suicident sur 100 000 habitants. Quand on prend l'Afrique de l'Ouest, là, c'est sérieux. Quand je prends la Côte d'Ivoire, c'est 23 personnes qui se suicident sur 100 000 habitants. Quand je prends le Ghana, c'est 8,7 personnes qui se suicident sur 100 000 habitants. Quand je prends quel pays? Le Togo, par exemple. Le Togo, c'est 16,6. 16,6 personnes sur 100 000 habitants qui se suicident. Hein, le Nigeria, je pense, on en est jusqu'à 17,3. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais ce n'était pas documenté. Oui. C'était pas documenté. Mais aujourd'hui, avant, on a combien de psychologues? Jusqu'en 2002, on n'a qu'un seul psychologue au Togo et un seul psychiatre. Vous voulez que les 2 personnes-là puissent faire quoi? Mais aujourd'hui, à la fonction publique, je pense qu'on a déjà une quarantaine de psychologues. Donc, sur le terrain, d'abord, c'est un domaine qui n'était pas connu. Donc, quand ça fait que les gens se suicident, on trouve des raisons beaucoup plus culturelles pour expliquer ça, alors que la dépression est à la base. Et ce n'est pas que la dépression. On a aussi un trouble qui s'appelle des troubles psychotiques, où les personnes sont en déphasage avec la réalité. Ils peuvent délirer, être présents des hallucinations visuelles, c'est-à-dire ils voient des choses que les autres ne voient pas, ils entendent des voix que les autres ne voient pas. Dans ce carcan-là, il peut se donner la mort sans le savoir. Donc, les 2 pathologies sont vraiment des facteurs de risque qui existent. Donc, le suicide, ça existe. Tous les jours, on en a. Et je peux vous garantir, l'année passée même, je pense que le ministère de la Sécurité avait donné des chiffres. Pour le premier semestre, on en a eu 28. Ils ont enregistré 28 cas de suicide. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on les a appelés de venir voir ça. Mais il y a dans certains cas, on ne leur a pas appelé de venir voir. Ces 2 derniers mois, vous avez suivi sur les médias. Ça, c'est ce qu'on a présenté. Donc, quand l'OMS constate que le suicide est beaucoup plus élevé dans des situations de pauvreté, dans des situations, dans des pays à faible revenu, tel que je viens de donner les chiffres, vous allez constater que dans les pays à faible revenu, c'est plus élevé. C'est plus élevé. Vous avez présenté tout à l'heure, en tout cas, ce que présente, ce qui peut amener ces gens, des personnes à aller vers le suicide. Mais comment on peut reconnaître quelqu'un, par exemple, qui a cette tendance-là, qui est dépressif? Est-ce qu'il est possible d'avoir des signes, des comportements de la personne pour la reconnaître? Oui, comportement dépressif, c'est ça, je venais de le décrire. Il faut voir est-ce qu'une personne qui est triste, une personne qui est déçue, qui a un désespoir, une personne qui pleure régulièrement, une personne qui s'isole dans la chambre, aime rester seule, une personne qui l'amaigrissement est trop, une personne, c'est des signes qu'il faut voir, une personne qui dort de trop, une personne qui ne dort pas du tout ou a des sommeils entrecoupés régulièrement, une personne qui n'a pas d'appétit régulièrement. Mais ce que vous dites là, c'est les 2 pôles, hein, finalement. C'est les 2 pôles. Oui. On peut, par exemple, quand je prends le cas de l'évolution du poids, on peut ne pas avoir l'appétit, on maigrit, comme on peut avoir un excès d'appétit et on grossit. Est-ce que vous avez vu? On peut avoir, si je prends le cas de troubles de comportement psychomoteur, on peut avoir soit un ralentissement psychomoteur, donc la personne, le débit est faible, elle marche beaucoup plus lentement, tout ce qu'elle fait c'est lent, ou on peut avoir une agitation, elle est agitée, la personne est carrément agitée, c'est les 2 pôles. On comprend. Donc ça veut dire que pour reconnaître peut-être ces signes, c'est que vous avez connu la personne et après vous voyez ces changements. Voilà, et ces changements que je suis en train de donner, ce n'est pas en 3 jours, 4 jours, on va en même temps déclencher. C'est normal que si en venant ici, j'ai eu un petit pépin en cours de route, c'est normal que je sois triste.
2 jours, 3 jours, c'est normal. Mais quand ça commence pas à faire 2 semaines, ça commence pas à devenir sérieux. Parce qu'on suppose que sur 2 semaines, j'aurais vraiment eu le temps de pouvoir faire le deuil, de pouvoir intégrer ça. Mais si ça continue, c'est que ça devient un problème sérieux pour nous. Ça sont des signes. Donc, quelqu'un qui fait une dépression avec les signes qu'il vient de décrire là, il faut se dire que il est à risque. Bon. Dans nos propos aussi, on peut le trouver. Quelqu'un qui te dit, j'ai envie de mourir. J'ai envie de me tuer. Bientôt, vous serez libre. Oui. N'oubliez pas, j'ai laissé le testament ici. Voilà, c'est des propos comme ça. J'ai envie de rejoindre tel. Et ce tel-là, c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Ne vous fatiguez pas. Bientôt, vous n'aurez plus affaire à moi. Ça veut dire que c'est comme elle se considère que elle vous dérange. Une charge pour vous. Donc elle vous le dit, elle dit non, ne vous souciez pas, bientôt je ne serai plus, vous n'aurez plus à souffrir pour moi. Je vais rejoindre grand-père. Je vais voyager, aller quelque part très 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 loin où personne ne me verra. Vous voyez, des propos comme ça, des fois c'est fait dans la blague, mais c'est sérieux. La personne, c'est des appels au secours. Et souvent, la population répond mal. On dit, va te suicider. Si tu meurs même, c'est mieux, il y a la terre. Mais là, ça pousse encore la personne à se dire, je ne m'amusais pas. Vous voyez, la dernière fois, le jeune apprenti d'Ajido Gomé qui a écrit une lettre parce qu'il a eu des petits pépins avec son patron d'atelier, c'est suicidé. C'est sur les réseaux que j'ai vu ça, je n'ai pas reçu la personne. Et donc, il y a eu sûrement des signes. Il y a eu sûrement des signes. J'ai reçu un jeune il y a 2 semaines qui s'est éventré. Avec le couteau, il s'est déchiré le ventre plusieurs fois. Ce n'est pas une seule fois pour qu'on dise que c'est par hasard. Plusieurs fois. Et la simple raison, c'est que sa maman l'empêchait d'avoir une copine. Un monsieur de 33 ans, vous voyez, et il ne supporte pas. Bon, chacun a sa façon de fonctionner. Il y a des signes, verbaux, tels que je viens de le dire, comportementaux, c'est l'isolement. C'est le ralentissement dans mes faits. Il y a aussi des comportements autodestructeurs. Quelqu'un qui aime aller à vive allure, il prend la voiture ou la moto, il roule, il prend des risques. Et il y a plusieurs accidents même qui sont dus au suicide des gens parce que plusieurs fois des gens me disent en consultation, j'ai envie de prendre ma voiture et sortir sur la route et me donner la mort. Plusieurs fois les gens me disent, j'ai envie, quand je vois une voiture qui vient, j'ai envie de me jeter sous cette voiture. Et en Europe, vous allez voir des gens qui se jettent comme ça sur des trains. Et ici aussi, on en a. Moi, je suis sûr, convaincu que plusieurs accidents seraient le résultat des gens qui... Des fois, quand je roule, je constate des gens qui roulent en moto devant moi. Je me dis que celui-là n'est pas en train de chercher sa mort. Voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, il va dire que lui là... Oui, parce que nous, on voit de ces cas-là en circulation. Vous avez un jeune qui slalome, qui fait tout. Et il y en a même qui te dit... Va l'homme, va l'homme. Donc il te dit ça clairement, de venir le ramasser. Mais il ne faut pas blaguer. Quand tu blagues, tu fonces sur lui, tu vas effectivement le ramasser parce que peut-être qu'il fait sa dépression, il est sorti en cherchant, il n'a pas eu le courage lui-même de se donner la mort, mais il veut le faire par accident. Et là encore, il aura un enterrement digne parce que au moins toi, on va te prendre pour que tu aies payé son enterrement. Donc tout ça, il y a des signes qu'on voit pour dire ne faites pas, celui-ci peut se suicider. Mais ce que je voudrais, il ne faut pas que les gens négligent les propos des gens quand ils pensent les propos allant vers la mort. Il ne faut pas négliger. Il vaut mieux s'approcher de lui, l'écouter, dans l'impossibilité, l'envoyer vers un psychologue, vers un psychiatre pour qu'on puisse l'aider. Justement, vous anticipez la question qui va sur comment on réagit quand on a ces genres de comportement, de propos d'une personne qu'on connaît. On voit ces changements arriver brusquement. Quelle réaction on doit avoir envers cette personne? C'est de créer un espace sécurisant, d'écoute et de parole. Permettre à la personne de pouvoir vider son sac, vider ses émotions, ses envies, ses craintes, vider ses inquiétudes. Et donc, par les techniques d'écoute alors, vous allez l'amener vraiment à pouvoir vider ça. Donc, c'est de l'écouter, tel que je viens de le dire,
et de le comprendre. Mais vous, par exemple, vous êtes psychologue, donc on suppose que vous avez vos techniques, mais le commun des mortels que nous sommes, par exemple, comment vous lui posez des questions juste pour l'écouter? Poser les questions, c'est une technique d'écoute. Les questions, c'est une technique d'écoute. On a des questions fermées, des questions où on peut répondre par oui ou non. On a des questions ouvertes, des questions qui appellent la personne à faire un grand nombre de développements. J'ai constaté depuis un bon bout de temps que tu es toujours dans la chambre. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as un souci? Et elle va te dire non. Mais c'est la façon dont elle va constater la confiance que tu vas l'amener à avoir envers toi, la confidentialité de ce que, quand tu vas lui garantir la confidentialité de ce qu'elle va te dire, tous ces éléments-là vont faire qu'elle va pouvoir se vider. Il y a d'autres techniques, ça peut être la reformulation. La reformulation, reprendre dans tes mots ce que la personne te dit, et pour l'amener à pouvoir mieux verbaliser, et pour l'amener à comprendre que vous l'avez compris, et pour l'amener aussi à savoir que vous la suivez. Il y a les techniques de reflet. On peut faire les reflets des émotions. Par exemple, vous parlez à la personne et vous constatez que les yeux commencent par rougir et que peut-être il y a un petit liquide qui sort, ce sont des larmes. Tu constates ça, tu dis, mais je vois que vous avez envie de pleurer. Et là, il faut l'amener à libérer ses pleurs. Pleurer, c'est une façon de pouvoir parler. On commence à pleurer quand on n'a plus les mots pour mettre sur sa souffrance. Quand c'est là qu'on peut pleurer, donc aider la personne à pouvoir pleurer d'abord, donc ça c'est vider les émotions, c'est important. Il faut pas lui dire ne pleure pas, on va trouver une solution. Non, laisse-le pleurer d'abord. Quand quelqu'un se noie, il faut le ramener d'abord sur le rivage avant de commencer par l'aider. Il faut pas lui dire non, ne te noie pas. Il a de te noyer, laisse-le pleurer. Laisse-le pleurer. Il y a d'autres techniques. Il y a les techniques de clarification, les techniques de reflet de la parole. Donc tout ça là va t'amener à amener la personne à creuser. À quel moment on fait intervenir le psychologue? Le psychologue va intervenir quand tous les signes que je viens de décrire là, ça peut être mineur, ça peut être modéré, comme ça peut être sévère. Mais ce que je viens de demander aux gens de faire l'écoute, c'est quand c'est mineur. Mais quand ça commence par être beaucoup plus modéré, quand on peut aller vers la modération, il vaut mieux aller à l'hôpital pour voir le psychologue, pour voir le psychiatre, parce que là il y a les psychothérapies qu'il faut maintenant instituer. Donc ça peut être des psychothérapies familiales, ça peut être des psychothérapies de couple. Si c'est un problème familial qui amène la personne à pouvoir faire sa dépression et donc à pouvoir vouloir se mettre fin à sa vie, et il serait intéressant de faire une thérapie familiale, donc qui va impliquer tout le monde. Donc c'est une thérapie systémique, parce que la famille, c'est un système. Donc, il faut revoir comment la famille fonctionne et réorganiser ce fonctionnement de manière à ce que la personne puisse se sentir appartenir à cette famille. Ça peut être une thérapie de couple, si c'est un problème entre le monsieur et sa femme, qui a fait que la patiente ou le patient que tu as reçu doit se suicider. C'est bien de faire une thérapie de couple pour permettre à l'un et à l'autre de pouvoir extérioriser son vécu et de se comprendre. Parce que des fois, la communication au sein du couple n'est pas chose aisée. Mais quand il y a le psychologue qui joue la neutralité bienveillante, il peut amener l'un et l'autre à pouvoir écouter. Souvent, nous les hommes, lorsque la femme ne commence pas à parler, on tente de la faire taire rapidement, elle n'arrive pas à s'exprimer. Donc quand elle va encaisser, c'est comme un ballon de vaudrouche où quand on gonfle, à un moment donné, ça va s'éclater. Et il y a des choses qui ne se disent pas par rapport à notre culture. Je me souviens de cette femme qui est venue pour une dépression avec des idées suicidaires, vraiment, par rapport à sa religion. Vu sa religion, elle ne peut pas faire l'infidélité, mais ça fait plus de 2-3 ans qu'elle n'a jamais vu son mari au lit. Il vient, mais il est occupé, chargé sur son ordinateur, à la recherche de l'argent. Même la nuit, il faut travailler sur ordi. Elle a fait toutes les stratégies possibles. Mettre du parfum, s'habiller en tenue sexy, etc. Le monsieur ne voit pas. Ben, c'est quand elle a fait sa dépression, c'est le monsieur même qui l'a amené. Mais quand j'ai écouté la dame,
j'ai dû dire au monsieur de rentrer, je lui ai dit, mais c'est vous qui êtes son psychologue, hein, parce que c'est que elle me dit là. Mais quand j'ai creusé, elle ne m'a pas dit tout de rue, parce que je ne vois pas. Moi, j'ai fait l'anamnèse. Et quand c'est au cours de mon anamnèse que j'ai décelé, je lui ai posé la question, j'ai fouillé au boulot, partout, tout allait bien. J'arrive, j'ai dit, mais comment ça se passe au lit? Elle me dit, on blanchit. Et elle a déballé le reste. Tu vas être avec un homme pendant... J'ai dit, ah bon. Donc quand on a creusé, et j'ai fait venir le médecin, j'ai dit, bon, le problème de votre femme, pas de médicaments, prends-la, nous sommes jeudi, préparez bien votre week-end, allez à un voyage, à Palimé ou choisissez. Il est étonné. Je lui ai dit, non, c'est ça, qu'il n'y a rien à faire encore. Alors ils sont repartis. Mais je vous dis, le mardi suivant, moi j'ai reçu la dame, je ne l'ai pas connue. Parce que j'avais rendez-vous avec elle le jeudi suivant. Mais elle est venue beaucoup plus tôt. Mais je suis venu, je la vois au salon, à la salle d'attente, je vais dire, moi j'ai salué, je suis passé, je ne l'ai pas connue parce qu'elle a tellement changé. Mais j'avais oublié, même dans la dépression, il y a la pauvreté de la toilette. La personne, les cheveux, on se néglige, l'habillement même, ce n'est pas ça. Mais quand la dépression commence à partir, tout change. Et tu ne vas pas reconnaître la personne. Donc elle a commencé par, la secrétaire dit, mais il y a tel qui veut te voir. Elle dit, non, est-ce qu'on a rendez-vous aujourd'hui? La personne dit non. Je dis, ben, si on n'a pas rendez-vous, il vaut mieux attendre le jour de rendez-vous. Que non, qu'elle veut me voir. Donc, je l'ai reçu, elle me dit, mais tu ne me connais pas? Je dis vraiment de m'excuser. Elle dit, non, je l'ai reçu jeudi passé. Elle a reconnu. Elle dit, ah bon, c'est toi ça? J'ai compris ce qui s'est passé le week-end alors. Vous voyez, ça c'est en quelque sorte une thérapie de vie. J'ai amené le couple là pour pouvoir découvrir ce qui n'allait pas au sein du couple. Le monsieur, il était inconscient. Il ne sait pas que, quand il dit inconscient, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable. Il est responsable parce qu'il a mis tout à la disposition de la femme. Mais la femme m'avait dit, pour donner un exemple, elle m'a dit, si je lui dis que la voiture qu'il m'a payé, que je ne veux plus ça, au plus tard, jusqu'à demain soir, j'aurai une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Voilà ce qu'elle avait dit. Ça veut dire qu'elle a tout. Mais le lit, ça ne va pas. Donc, le monsieur, ce n'est pas qu'il le faisait sciemment, lui, il ne savait pas. Donc, moi, mon rôle, c'est de les amener à découvrir ces manquements-là. Maintenant, les thérapies, on peut avoir une thérapie cognitivo-comportementale qui consiste à changer la façon de penser de la personne pour que ça puisse agir sur son comportement. Je prends le cas des filles qui tentent de se suicider parce qu'elles ont une mauvaise perception de leur forme. Elles se voient grosses, elles montent à l'étage, elles se jettent. Bon, maintenant, c'est qu'il faut changer cette façon de percevoir. Donc là, c'est une thérapie individuelle axée sur la thérapie cognitivo-comportementale. On peut même descendre au fond, depuis l'enfance, voir comment la personne a été constituée. Là, je prends une thérapie analytique, donc freudienne, pour aller au fond, pour remonter, voir comment elle est née, quels sont tout ce qui l'a accompagné dans c'est un travail profond. Docteur, nous sommes arrivés à la fin, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question, vous y répondez très rapidement. Il y a des gens qui, face à ces comportements, auront le réflexe d'amener la personne dans un centre de prière. Il faut éviter ça. Oui. Je pense que c'est vrai que le pasteur peut tenir des propos bibliques, etc., sortis dans la Bible, des passages qui permettent de redonner goût à la vie à la personne. Mais je vous assure, sur 10 cas, 8 cas vous diront, il ne me comprend pas. Parce que ce n'est pas encore le moment de parler de ces trucs-là. Et puis si la personne n'est pas de cette congrégation, elle ne comprend rien. D'accord? Le mieux, c'est d'aller à l'hôpital. Ça se soigne. À partir des médicaments, il y a des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc., qu'on peut prescrire pour prendre en charge cette dépression. Et à ces médicaments, on va associer des psychothérapies. Et normalement, si tout se passe bien, au bout de 6 mois, une dépression devait céder. Si ça ne cède pas, donc ça veut dire qu'il faut changer de stratégie. Sinon, la dépression, ça se soigne. Docteur Amana Michel Tousso, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez pour dire aux gens qu'il y a un mal insidieux, silencieux, mais qui tue tous les jours. Je pense que les 30 minutes que nous avons passées, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui sont déjà suicidées ou tentées de se suicider au Togo et dans le monde. Merci beaucoup. Sujet très intéressant dont on aura beaucoup de plaisir à éclairer à d'autres occasions. Vous êtes psychologue clinicien. Nous passons maintenant à la pause, juste après le journal Regard croisé.